Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5 avril 2024. C'est une journée un peu étrange dans le sens que dans les rues, il y a beaucoup de neige. Moi, je dois vous dire, je connais à peu près, mettons, 60 hivers ici à Montréal. Et dans les 60 hivers que j'ai vécus, j'ai jamais vu une tempête de neige au mois d'avril. Je dis, j'en ai vu au mois de mars, mais pas au mois d'avril. Donc, je pense que c'est un moment historique d'avoir vu à peu près 20 centimètres et plus de neige qui sont tombés. Est-ce que ça dérange? Bon, j'ai l'impression que la température quand même est élevée et donc elle n'est pas à la température de moins 10, moins 15, moins 20. Et donc finalement, cette neige, ce n'est tout simplement que de l'eau. Mais ça reste que c'est surprenant. Euh, c'est un peu comme à la bourse. Vous savez, aujourd'hui, on s'attendait, c'était le taux, aujourd'hui, c'est le taux de chômage, c'est le premier vendredi du mois d'avril. Et les statistiques américaines sortent le taux de chômage du mois précédent. Et en réalité, grande surprise, il y a le chômage non seulement diminue, il est donc tombé, ben, il était, je sais pas, quelque chose comme 4, il est tombé à 3,8, mais il y a une création d'emplois plus grande que prévu. Donc finalement, tout est beau, tout est bien, mais tout est bien, tout est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que hier, par exemple, un des patrons de la Réserve fédérale, finalement américaine, a dit qu'à son avis, il ne devrait pas baisser les taux d'intérêt. Parce que finalement, l'économie est forte, mais on n'a pas encore atteint le 2% et moins de taux d'inflation, qui est l'objectif de la Banque centrale américaine et aussi le nôtre ici au Canada. Et, et donc, finalement, ça fait chuter le marché parce que si vous regardez le graphique du SPY, qui est donc l'indice américain par excellence. Regardez ici qu'est-ce qu'il a fait hier. Il a ouvert haut et puis il est tombé. Il est terminé bas. Il a perdu beaucoup hier à suite de ses commentaires. Aujourd'hui, il ne sait pas trop non plus quoi faire parce que ça va tellement bien dans l'économie américaine que finalement on suppose que justement on ne baissera pas les taux d'intérêt bientôt, comme M. Powell avait prévu. Une fois dit tout ça, ben, quand les nouvelles sont bonnes, ça va pas bien. Quand les nouvelles ne vont pas bien, peut-être on espère que ça ira bien. C'est à peu près ça toujours qu'on vit avec la bourse. Une fois dit tout ça, c'est quoi le sujet aujourd'hui de macroéconomie, microéconomie, etc. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la règle qui est marquée au tableau. Le taux d'épargne selon la règle d'or. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que d'abord, qui a commencé à parler de ça? C'est un Français, M. Maurice Allais, en 1947. Mais ça n'a pas été connu que ça venait de lui parce que tout ce qu'il faisait, c'était en français et c'était pas traduit en anglais. Et apparemment, la société, enfin, les économistes et tout ça étaient friands naturellement de tout ce qui était en anglais parce que c'était universel. Donc finalement, mais c'est M. Maurice Allais le premier qui a parlé de ça. Il a parlé sans résoudre le problème. En 1961, ici, il y a l'Américain Edmund Phelps, et là, lequel a démontré ce que M. Allais voulait dire. Et la théorie est la suivante. C'est que c'est la question de l'épargne, qu'on épargne ou que l'on n'épargne pas. Si les foyers, mettons, si moi, mettons, je gagne un certain montant et puis je le dépense en entier, finalement, donc je consomme tout, mais que je consomme tout mon argent. Donc, il ne restait pas d'argent pour des épargnes qui serviraient pour produire après. C'est ça la théorie. Tandis que, regardez ici, si l'épargne est nulle, donc si je n'épargne pas et tout le revenu est consommé, l'investissement est annulé et le capital de remplacement, il n'y en a pas parce que j'ai tout dépensé. Deuxième situation. Donc, à ça, il dit que c'est au détriment de la génération future. Parce que si donc je consomme tout l'argent à consommer, c'est ça, et je le consomme en entier, et finalement tout ce que je gagne, et finalement j'en jouis moi personnellement de tout ce que j'achète et tout ça, mais il ne reste pas d'argent pour investir pour la génération à suivre. Et donc c'est antisocial en quelque sorte. Donc, tout dépenser le salaire est antisocial. Deuxième cas, c'est le cas contraire. Si j'épargne 100%, c'est-à-dire je ne veux pas dépenser du tout, j'épargne 100% et des revenus, comment on pourrait faire ça? Ben, je ne sais pas, moi j'élève je sais pas, je ne sais pas, des animaux domestiques et pour les manger, je ne sais pas, comme les poules, comme les, je ne sais pas, enfin,
je m'arrange de façon à ne pas dépenser mon salaire. Finalement, si l'épargne est 100% des revenus, tout irait à l'investissement. Donc tout cet argent qui est là, il s'en va dans l'investissement, mais la consommation est nulle et aucune incitation à investir. Parce que si les gens ne consomment pas, ben pourquoi les compagnies devraient produire pour des gens qui ne consomment pas? Donc tout s'arrête, toute l'économie s'arrête. Ça, c'est les cas extrêmes. C'est-à-dire, si l'épargne est nulle, je dépense tellement qu'il n'y a plus d'argent pour faire des investissements pour l'avenir, pour les nouvelles générations. Si j'épargne 100% de mon salaire, disons, le salaire tôt ou tard ne sera plus là non plus, et puis, donc, si j'épargne 100% du revenu, et puis finalement, ben, il y a trop d'argent à disposition, regardez comme il le dit. Tout irait à l'investissement, mais la consommation est nulle et aucune incitation à investir. Donc finalement, c'est une absurde de dire ça, on pensait une chose pareille, mais la logique dit ça, justement. Il dit que si moi, j'épargne 100% des revenus, tout cet argent-là finirait dans l'investissement, mais comme il n'y a pas de consommation, ben, tout s'arrête et ça va mal. Donc finalement, les deux extrêmes, c'est l'épargne, si l'épargne est nulle à 100%, et si l'épargne est à 100% consommée. Là, la théorie de ces messieurs-là, et surtout de M. Phelps, c'est qu'il y a un point d'équilibre dans tout ça. Le point d'équilibre, c'est de trouver qu'il y ait, oui, que je consomme, que j'épargne, naturellement, mais, mais que je n'épargne pas tout l'argent que j'encaisse, et finalement, et en même temps que la consommation et l'épargne, il y a un équilibre à trouver là-dedans. C'est ça la règle d'or. C'est trouver un équilibre économiquement parlant entre l'épargne qui permet d'avoir le capital pour continuer à produire pour les générations à venir et le contraire de ça. Donc l'idée, ici 3, voyez-vous, il dit entre les deux extrêmes, il existe un niveau d'épargne qui maximise la croissance de l'actuelle génération et des prochaines. C'est-à-dire, épargner, c'est utile pour produire pour la nouvelle génération, ou les nouvelles générations au pluriel. Mais, disons, si on ne produit pas, ben, il n'y aura pas finalement d'économie qui fonctionne de tout ça. Donc, il nous dit, laissez-moi le répéter, entre les deux extrêmes, donc il existe un niveau d'épargne qui maximise la croissance de l'actuelle génération et des procédés. Donc, une partie épargnée et une partie finalement dépensée. C'est ça. Quel est l'équilibre? Quelle est la règle d'or qui veut qu'il y ait combien je dois épargner, si je peux, et combien je dois dépenser? Ce que je dépense, ça permet de consommer la production, et en même temps, ce que j'épargne, ça permet de produire pour la génération à venir. Donc, le résultat dans tout ça, c'est un résultat mathématique, je dois vous dire. Dans les références qui sont avec ce vidéo, vous pouvez aller le voir. Celui en français, c'est très mathématique aussi, il est bien expliqué, mais c'est un peu mathématique, donc je ne sais pas tout le monde aime ça. Mais finalement, la conclusion de M. Phelps était la suivante. La croissance démographique et le niveau des taux d'intérêt doivent être similaires. C'est-à-dire, plus la population grandit, plus ça veut dire qu'il faut ajuster le taux d'intérêt en fonction. C'est-à-dire, taux d'intérêt, finalement, qui représente finalement la production, la productivité à travers un certain coût du capital, et puis la croissance de la population vont de pair, les deux. Ça paraît presque une chose absurde ou de toute façon inattendue, mais c'est l'évolution démographique de la population qui finalement représente l'équivalent de l'équilibre qu'il faut avoir avec des taux d'intérêt qui vont avec pour d'un côté épargner et d'un côté aussi dépenser. Enfin, à vous de voir tout ça avec les références. Et puis voilà, et c'est tout. C'est une règle quand même importante. Elle est là depuis peut-être 50 ans. Et beaucoup d'économistes se sont battus là-dessus pour trouver quelle était la bonne réponse, c'est-à-dire à savoir quelle était la règle d'or. Donc, laissez-moi le répéter. La règle d'or à 4, il dit,
c'est la croissance démographique et le niveau des taux d'intérêt doivent être similaires. Là, ils vont vous dire, vous lirez, c'est en volume et puis tout ça, qu'est-ce qu'il veut dire avec tout ça? Plus on avance dans le sujet, plus ça devient technique et mathématique. Mais c'est juste pour vous dire que c'est une règle qui existe. Est-ce que nos gouvernements s'intéressent à ça? J'imagine que oui. Ils ont des économistes qui leur donnent des conseils. Et donc, finalement, ils peuvent d'un côté pousser pour l'épargne, ils peuvent d'un côté pousser pour la consommation. Regardez par exemple au Japon pendant, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, sûrement 20 ans, ils ont eu un taux d'intérêt négatif. Donc, ça veut dire quoi un taux d'intérêt négatif? C'est que ça poussait les gens à dépenser parce qu'ils ne dépensaient pas assez. Ils épargnaient, ils épargnaient, ils épargnaient, puis ça faisait pas rouler l'économie. C'est à peu près dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Japon pour relancer? Ben, il a augmenté ses taux d'intérêt qui sont aujourd'hui à zéro. De négatifs qu'ils étaient, ils sont à zéro. Ça suppose que les gens sont moins portés donc à épargner, ou encore ils sont plus portés à épargner, j'imagine. Et puis finalement, ben, ça fait rouler mieux l'économie. Et voilà, ça c'est le principe. Parfois en économie, il y a des sujets qui sont un peu étranges, mais quand même, c'est intéressant comme sujet. Et voilà, c'est des prix Nobel, tous ces gens-là, finalement, qui ont fait tout ça. Donc, il y a une appréciation pour tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait. Et voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui.